Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à ce journal rétrospectif sur Vert Pâturage Télévision. Reprise des combats entre le rebelle du M23 et les FARDC au sud du territoire des Lubero la nuit des dimanches à ce lundi. Selon les porte-parole des opérations Front Nord, sous-lieutenant Grigen Boyi, ce sont les éléments du M23 qui ont attaqué les positions des forces régulières. Les M23 RDF ont attaqué l'une de nos positions au village Matembe, dans les collines de Kassinga, des antennes situées à plus ou moins 7 km de Kasségué. Les tirs sporadiques se font entendre entre les FARDC et ses ennemis de la paix. Les FARDC sont toujours en train de contenir cette attaque pour repousser encore une fois de plus cette agression. Nous appelons également la population au calme, à ne pas paniquer, surtout à ne pas suivre tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. La société civile confirme la même information, cependant, elle évoque la suspension du trafic sur la nationale numéro 2. Ici est noté que ce combat éclate malgré les cessez-le-feu décrétés depuis le 4 août dernier après une offensive de rebelles qui avaient signé leur entrée officielle dans les territoires des Lubero. Faisant la liaison entre Bukavu et Goma, le bateau Safina a pris feu sur les lacs Kivu, tout près d'Ichungu en territoire des Kabaré. L'incident est survenu en pleine navigation, surprenant tous les passagers et sémant la panique. Cependant, grâce à l'intervention d'un canot rapide doté d'un système anti-incendie, le pire a été évité selon les chefs de la division provinciale des transports et des voies de communication du Nord Kivu. Bon, en fait, c'est une situation déplorable. Un incident venait de se produire à partir de Tchangouli, d'un bateau Safina, qui le bateau a quitté le port public de Goma, se rendait à Ijuside. Juste avant que le bateau n'atteigne le lieu d'accostage. Et alors, il y a eu les groupes électrogènes qui étaient à bord, qui les aident pour la musique, pour chauffer, et aussi les télévisions et consorts. Et alors, a pris feu, et le feu a atteint même le bateau. Mais Dieu merci, le bateau a accosté à côté, et les gens sont sortis saufs. Rappelons que le lac Kivu a été la scène d'un naufrage causant plusieurs morts et blessés le 3 octobre dernier près de Kituku au Nord Kivu. La RDC a obtenu un nouveau procès contre les Rwandais devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple prévu le 12 février 2025. L'annonce a été faite par le vice-ministre de la Justice et Contentieuse internationale, Maître Samuel Mbemba Kabuya, qui s'appuie sur la correspondance officielle émanant de cette institution judiciaire internationale. Au niveau de l'Union africaine, la procédure s'ouvre devant la juridiction dénommée Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons reçu la communication ou l'extrait des rôles. L'audience va débuter le 12 février 2025. Aujourd'hui, il y a 3 procès en cours contre Paul Kagame et le Rwanda grâce à l'action, la conception de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit d'une avancée qui intervient 4 mois après que Maître Samuel Mbemba Kabuya, lors de son passage à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, avait souligné que la Cour devait mériter la confiance de pays africains, notamment par le traitement de la requête de la RDC contre le Rwanda face aux violations de droits humains perpétrées sur le sol de la RDC. Lorsque le gouvernement a été investi, nous avons pris l'engagement de suivre tous les dossiers qui étaient en cours dans le secteur du contentieux
international, c'est-à-dire d'État à État. Et de l'autre côté, nous avons pris l'engagement de lutter pour que l'État congolais ne soit plus condamné à payer des sommes exagérées comme c'était le cas avant, à la suite des procédures biaisées. Sur cette lancée, le gouvernement congolais réaffirme son engagement à utiliser tous les mécanismes juridiques internationaux pour dénoncer les exactions commises par le Rwanda sur le territoire de la RDC. Présidée par Jean-Michel Samaloukonde, cette plénière a été consacrée à l'examen du rapport de la Commission des Relations extérieures sur la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor des Lobito, signé à Lobito en République d'Angola le 27 janvier 2023 entre la RDC, l'Angola et la Zambie. La Chambre des sages a également examiné les rapports de l'ECOFIN sur la reddition des comptes 2023 et sur la loi des finances rectificatives 2024. Dans l'ensemble, 75 membres ont pris part au vote. Pour ce qui est de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2023, 73 ont voté oui, aucun n'a voté non et 2 se sont abstenus. Le même décompte a été observé pour les 2 autres projets de loi, soit la loi des finances rectificatives 2024 et la loi autorisant la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito. Par conséquent, les 3 textes ont été adoptés. Il est important de rappeler que le projet de loi portant autorisation de la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito avait été présenté à la Chambre haute du Parlement à l'occasion de sa plénière du 22 novembre 2024, puis confié à la Commission aux relations extérieures pour en faire un examen approfondi. Soulignons que les débats ont été clos, le rapport de la Commission a été adopté. Puis, le projet de loi a été à son tour adopté article par article. Pour leur part, les 2 derniers projets de loi qui avaient été confiés à l'ECOFIN au cours de la plénière du jeudi 14 novembre 2024 pour un examen approfondi, après le débat ayant suivi leur présentation par 2 membres du gouvernement, ont également été adoptés. Équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, le projet de loi de finances 2025 a été présenté par le ministre d'État en charge du budget. C'est un projet qui s'assoit sur quelques indicateurs macroéconomiques à relever et mébogie. Il s'agit du taux de croissance du PIB qui se lève à 5,7%, du taux d'inflation moyen de 10%, du taux d'inflation fin période de 9,2% et du taux de change moyen s'élevant à 2 954,4 francs congolais pour $1 américain. Ce projet de loi des finances 2025 qui s'aligne sur la lettre d'orientation de la Première ministre pour s'assurer de la traduction fidèle du programme d'action du gouvernement a retenu l'attention des sénateurs. Ils ont soulevé un certain nombre de questions qui ont amené à des recommandations. Ceci amènera à son adoption. Il va de ce fait être envoyé à la commission ECOFIN pour toilettage. Après ce long débat de près de 6 heures, les réponses apportées par le ministre d'État, ministre du Budget, et la suite qui va s'en suivre au niveau de notre commission. Je voudrais ici, justement par rapport à ces travaux qui doivent se poursuivre, et conformément au calendrier des travaux de cette session, déclarer que ce projet de loi est confié à la commission ECOFIN pour une étude approfondie. Nous lui accordons un délai de 6 jours pour procéder à cette étude et venir présenter son rapport. Il faut rappeler que le débat général a duré près de 6 heures, ce qui a conduit la séance jusque tard dans la soirée du mardi 3 décembre.
Dans ce mot, lors de cette rencontre multilatérale, le président de la République Félix Tshisekedi a souligné que cette initiative ne se limite pas à une simple infrastructure, mais constitue un catalyseur pour dynamiser l'économie locale, créer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. Par ailleurs, le chef de l'État a évoqué la question de la paix et de sécurité dans la région pour libérer pleinement les potentiels du corridor de Lobito. Pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Pour rappel, le corridor de Lobito comprend les ports de Lobito, le terminal de Minehero, l'aéroport de Katumbela et les chemins de fer de Benguela. En RDC, ce corridor relie les provinces minières du Tanganyika, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Haut-Katanga. Les concentrés de cuivre sont acheminés de ces provinces vers la Zambie pour y être fondus avant l'exportation et le corridor offre une voie efficace pour l'accès au marché extérieur. Il s'agit du troisième jour d'affilée d'intenses combats dans le sud de Lubero entre les FARDC et les rebelles du M23. Depuis tôt ce mercredi, les détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans les villages des Katoa, Luofo, Kasege, Miriki et Mihobwe. Actuellement, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de repousser l'ennemi. C'est depuis tôt dans la matinée de ce mercredi que l'ennemi RDF M23 a tenté encore de percer les dispositifs des FARDC sur toutes ces positions engagées dans les opérations Front Nord. Malheureusement, comme vous le savez, ils se sont encore cette fois-ci retrouvés devant une très forte résistance des FARDC qui étaient en défensive sur leur position initiale dans la stricte observance de cessez-le-feu tel que voulu les accords de Luanda. Répondant aux tirs et aux attaques de l'ennemi, les FARDC les ont mis tous en déroute. Et présentement, au moment où je vous parle, ils sont en débandade totale à Katoa, Luofu, Kasege, Miriki, Miobe. Et nous appelons la population à garder son calme, à demeurer serein et à rester unis comme un seul homme derrière son armée, car la victoire est la nôtre. Il faut dire que sur plusieurs lignes de front, l'armée congolaise prend le dessus sur les assaillants, à en croire les sources locales qui affirment qu'aucune entité n'a été prise par les autorités congolaises d'être soutenue par le Rwanda. Je suis venu déposer une question orale avec débat adressée au ministre d'État, ministre en charge de la pétentique, Monsieur Son Excellence ministre Kibasa, qui gère au quotidien toutes les sociétés de communication. Comme vous le savez tous, nous sommes tous victimes des perturbations des réseaux qui s'observent presque dans tous les coins du pays et plus particulièrement chez moi à Bassan-Koussou. Vous savez, ça fait maintenant 2 ans que ma population de Bassan-Koussou est victime et assujettie des perturbations des réseaux, lesquels ne permettent pas une bonne communication. D'ailleurs, on venait de passer 2 mois sans réseau, alors que nous avons 3 antennes là-bas. Et on a posé tant de questions au ministre, par voie téléphonique et consort, il n'y a pas de solution. D'où, aujourd'hui, j'ai préféré lui adresser une question avec débat, qui va donner occasion à chacun des députés de participer dans ce débat, lequel débat va aboutir à trouver une solution palliative quant à ça. Si le dossier et la session ordinaire s'est clôturé, il peut y avoir aussi la convocation de la session. Il sera ordinaire pour vider certaines questions qui ne seront pas traitées au courant de cette session.
Présidé par le tribunal de garnison de Kinshasa-Ngaliema en présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, cette initiative démontre la détermination des autorités congolaises à restaurer la paix et la sécurité dans les quartiers gangrénés par ces criminels des grands chemins. Dans son allocution, le ministre d'État à la Justice a souligné l'importance de ces audiences comme outil de dissuasion et de justice de proximité. L'opération Zéro Kuluna consiste donc à traquer tous les Kuluna qui sèment mort et désolation dans nos villes, les faire juger et comme je l'avais annoncé hier, condamnés à mort et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Mais il faut également relever qu'après la condamnation, ils seront immédiatement transférés dans les prisons de haute sécurité. Et c'est à partir déjà de ce week-end. Nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Angenga. Les audiences foraines, une méthode judiciaire souvent employée en RDC, vise à accélérer le traitement des dossiers tout en sensibilisant les communautés locales aux conséquences des actes criminels. Des dizaines de dossiers sont inscrits au rôle de ces audiences et les accusés, arrêtés au cours des récents coups de filet des forces de sécurité, devront répondre de leurs actes devant la justice militaire. La population massivement mobilisée salue cette initiative comme une étape vers la réhabilitation de leur quartier. Je sais que vraiment initiative bien, mais les concernant. Nous espérons que ces audiences foraines mettront fin à l'impunité dont jouissent ces criminels et qu'elles ramèneront la paix dans nos rues. Le lancement de ces audiences foraines marque un tournant dans la lutte contre la criminalité urbaine à Kinshasa. En présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, la haute cour militaire siégeant au second degré en matière répressive à la prison militaire d'Indolo a confirmé la peine de mort contre Corneille Nangaa et ses complices. Une satisfaction pour Constant Moutamba qui reconnaît que c'est une mesure exemplaire. C'est une grande satisfaction pour la République et pour le peuple congolais. La haute cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de M. Corneille Nangaa, qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts du Rwanda. Le ministre a aussi rappelé que le moratoire sur l'exécution de la peine de mort avait récemment été levé, ouvrant ainsi la voie à une application stricte de cette sentence. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. À cet effet, nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine de mort soit exécutée contre les condamnés, en tout cas les 5 qui étaient appréhendés et sont sur place ici à Kinshasa. Ici est noté que parmi les dispositions prises après les verdicts en appel du procès Nangaa, il y a l'exécution immédiate de la peine de mort contre les condamnés présents à Kinshasa, le lancement immédiat des mandats d'arrêt internationaux contre Corneille Nangaa et ses affidés et les biens meubles et immeubles des condamnés Nangaa et complices seront vendus aux enchères pour indemniser les victimes de l'agression rwandaise dans l'est du pays. 3 ministres du gouvernement central devant la presse. Il s'agit de la ministre d'État en charge de l'environnement, F. Bazaïba, du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, et celui de la Santé, Roger Kamba. La restitution de l'itinérance du chef de l'État à Kalemi, Isiro Bouta, en a été question. Les retombées en sont positives, en témoigne F. Bazaïba, ministre d'État en charge de l'environnement. Saluer, féliciter d'abord l'approche de l'initiative de l'itinérance prise par le chef de l'État. Ça permet de booster la gouvernance
au niveau de la base. Parce que le vrai développement, c'est au niveau de la base. Il n'a pas suffi seulement pour lui de parler de PDL 145 territoires, mais encore qu'il est tenté de procéder à des tournées. Je souhaiterais vraiment que cette impulsion-là soit faite aussi par les gouverneurs. Il y a des gouverneurs qui ne font que leur chef-lieu et viennent à Kinshasa ou en Europe. Si les gouverneurs pouvaient aussi suivre ces pas de l'itinérance au niveau de tous les territoires, les administrateurs des territoires font de même au niveau de tous les secteurs et chefferies, les responsables des secteurs et chefferies font de même dans des groupements et les localités, nous pensons que nous allons réussir. Et même sur le plan sanitaire, cette itinérance du président de la République a été déterminante, souligne le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé. Souvent, les gens nous disent, mais oui, mais vous avez commencé la gratuité de la maternité, mais il faut améliorer les soins. Alors là, le président de la République montre justement que c'est ça la stratégie que nous avons. Il y a déjà plus de 276 centres de santé qui sont construits, mais celui-là, c'est le premier à être totalement équipé. Et il est équipé de telle sorte qu'il fasse le travail d'un petit hôpital. Donc en fait, ce n'est pas un simple dispensaire comme vous pouvez voir sur les images. Il est équipé de telle sorte que tout ce qui peut se faire dans un hôpital général, sauf de la grande chirurgie, mais tout cela puisse se faire à ce niveau-là. Et donc c'est un centre moderne, ultra moderne d'ailleurs, au point que les médecins qui ont vu, ils ont dit mais on n'a jamais vu ça dans nos communautés. Ce briefing a révélé une toute autre facette de la vision du chef de l'État pour la RDC, note Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. C'est le commissaire divisionnaire principal de la police nationale congolaise, le général Benjamin Alungabouni, qui a présenté ses malfrats ce samedi 7 décembre au patron de la sécurité, après avoir fait la ronde pour constater l'effectivité de cette opération qui vise à éradiquer ce phénomène qui a tant perturbé la quiétude de la population quinoise dans les 4 districts. D'abord, dans la partie est de Kinshasa, dans la circonscription de Tchangou, le patron de la sécurité a palpé du doigt les réalités du terrain et a eu des explications relatives à cette opération. Depuis un temps, papa mama bobomba bango na bandako bokebisa bango sikoyo toleki na étape mosusu tozokanga bango tozomema bango na justice basamba bakondane bango babomba bango na baprison posite baveni na biso bakartier na biso ezala na kimia bato bakoka kotambola na sécurité. Lelo ezali première opération chaque semaine tokosala yango ti tokosilisa eloko ya mabe otobengi kuluna. De la Tchangou, maître Jacques Chabani a pris la route pour le terrain Ekonkar dans le district de la Funa au quartier Yolo Sud dans la commune de Kalamou. L'homme de terrain, maître Jacques Chabani, a terminé son périple au palais du peuple où les Koulouna traqués à partir du district de Lukunga ont été acheminés. Selon le calendrier réaménagé de la CENI, les accréditations des témoins des candidats aux élections législatives et provinciales dans les circonscriptions de Yakoma et Massimanimba ont été organisées du 31 octobre au 30 novembre 2024. La situation n'étant pas favorable, la demande de prolongation des accréditations faites par plusieurs candidats concernés ne pourra pas être satisfaite. Dans un communiqué, la centrale électorale évoque 5 raisons, je cite, « Manque de temps matériel pour le traitement des dossiers de nouvelles demandes d'accréditation au-delà de la période calendaire. 2. Impossibilité de gérer le droit de vote par dérogation de nouveaux témoins au-delà de la période prévue. 3. Difficulté évidente de transmettre ou de faire suivre les listes de nouveaux accrédités au bureau de vote et de dépouillement. 4. Difficulté réelle de gestion de bulletins de vote. Et enfin 5. Risque de favoriser à grande échelle le vote multiple et surtout la déportation des électeurs. » Fin de citation. Pour toutes ces raisons, la CENI invite les partis et regroupements politiques au strict respect des délais calendaires tels que rendus publics depuis le 2 octobre 2024, conclut le communiqué.
Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec le journal rétrospectif le dimanche prochain. Au revoir.